Merci à toi. Et j'aimerais merci que Ted beaucoup. Lasso me dise au revoir. Alors, Ted Lasso qui vous dit au revoir. Alors, tu sais combien de temps dure la mémoire d'un poisson rouge ? Non ? 1 seconde. D'accord. Garde ça en mémoire. D'accord. Donc voilà, un petit coucou de Ted Lasso. Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. Moi, c'est Soapy et dans chaque épisode, j'ai une conversation amicale avec mon ami. Et nous verrons à la fin si oui ou non, j'ai un nouvel ami. Alors bien sûr, si vous aimez ce podcast, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et aujourd'hui, c'est un acteur, photographe aussi, comédien de doublage et c'est également un Lannister. J'ai le plaisir, bon il est grand lui par contre, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir monsieur Constantin Papas. On dit Merci Papas. beaucoup. Absolument. Oui. Bonjour Constantin, comment vas-tu ? Très très bien, très très bien. Je suis Ravi d'être très... ici. Bah, moi aussi je suis très heureux de te recevoir. Écoute, plaisir partagé alors. Parce que t'as une voix, je vais pas te draguer mais t'as une belle voix. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Et d'ailleurs mon producteur aussi a dit la même chose. Quand j'ai dit en plus qu'on va te recevoir, il m'a dit oh j'adore ça. Oh là là. Bon alors du coup. Ah, mais avant de connaître, avant de découvrir ce que tu as fait, moi j'aimerais m'intéresser un peu à ton histoire, à ton parcours. D'ailleurs, par quoi tu as commencé ? Le théâtre ? J'ai commencé par des cours de théâtre. Ouais. Donc déjà, ça c'était le point de départ. Et j'ai commencé en fait par le café-théâtre, pour être très D'accord, précis, puisque pendant les cours, on fait des rencontres. Donc j'ai rencontré 2-3 amis, dont un avec qui on a fait un duo. On a monté un spectacle et ça a été mes premiers pas professionnels. D'accord. Et sur scène, en café-théâtre. Et c'est un super souvenir. Donc j'ai commencé par T'as commencé par le théâtre ? Ouais. Et après, du coup, tu t'es dit... non, t'es tombé amoureux de Ah oui, c'est assez jouissif d'être sur scène. Surtout, en plus, le café-théâtre, on est en réel contact avec le public. Autant au théâtre, il est là, bien sûr, mais si on fait une comédie, il rit, mais si on est dans quelque chose de dramatique, on l'entend pas. Alors qu'au café-théâtre, il participe, il parle, il coupe, on joue avec. C'est une expérience assez unique. Et du coup, à quel âge Écoute, j'ai commencé, je devais avoir 22-23 ans. Ok. Ce qui est assez tard quand même, relativement tard. Enfin, dans une carrière pour démarrer, pour être comédien, j'ai commencé tard parce qu'en fait, c'est pas ce par quoi j'ai démarré. En fait, on suit bêtement le programme présenté par les parents. Mon père était architecte, donc il voulait que je reprenne son agence. D'accord. Bon, nous, à 18 ans, on sait pas trop quoi faire. On dit OK, allez, on y va. Puis en fait, ça m'a pas du tout plu. Les beaux-arts, moyennement aimé. Ouais. Après, j'ai voulu être prof d'anglais, mais il fallait un niveau de français que je n'avais pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et je me suis souvenu que j'avais gardé un très bon souvenir enfant de la scène. Okay. Puisque j'avais une institutrice qui était formidable, donc je devais avoir 8-9 ans. Et nous avait fait monter un petit spectacle de fin d'année qui était un passage du Dr Knock. Et j'avais été pressenti pour faire le rôle avec un autre élève. Et à la fin, ils ont choisi l'autre élève parce qu'il avait des lunettes, il ressemblait plus à un médecin. Et l'institutrice, qui était un amour, a dit, comme Constantin ne peut pas faire le rôle, elle a écrit un pitch résumant la pièce que j'ai donc dit devant un parterre de 800 personnes, puisqu'il y avait tous les parents de toute l'école. Et c'est un souvenir mémorable. Et ça m'est revenu, tu vois, au moment où je me disais, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je retrouverais bien ces sensations. Et t'as fait où t'as pris J'étais au cours Jean Darnel, au théâtre de l'Atelier. Et puis après, on se fait ses rencontres, on se lance et puis. Et donc après, tu arrives. Donc donc il y a eu cette rencontre, comme je te disais, avec cet ami. Et puis tu élargis de champ, des gens viennent te voir, apprécient ce que tu fais, ont un réseau, donc tu te sers du réseau. Moi, parallèlement, comme j'étais passionné par tout. J'ai envoyé des centaines et des centaines de CV parce que je voulais aussi être de l'autre côté de la caméra, en régie, assistant. Donc, j'ai pu aussi travailler là-dedans. Donc, pareil, là, tu fais des rencontres, des directeurs de cast, etc. Et puis, de fil en aiguille, tu as un petit réseau qui te fait travailler. Et puis, je me suis retrouvé dans une compagnie de théâtre qui jouait des Molières dans les 4 coins de France. Pour des matinées classiques avec des enfants. Ça, c'est encore une autre expérience. Et il y avait une comédienne qui était là et qui faisait du doublage. Et elle m'a proposé de l'accompagner. Donc voilà comment comment j'ai rencontré le doublage. Ça m'a énormément plu. Et puis j'avoue que le facteur chance a beaucoup joué pour moi parce que ma voix a plu. Les rencontres que j'ai faites ont été belles.
Ouais. Ça s'est fait très vite, en fait. J'ai eu beaucoup de chance. Le réseau s'est tissé très vite. Et à tel point, d'ailleurs, que ça m'a pris tellement de temps que j'ai abandonné un peu le reste, finalement, le théâtre, le cinéma. Mais quelque part, ça me convient très bien. Ouais. C'est une activité que j'aime beaucoup. Parce que j'ai lu que t'étais amoureux de... T'es trop amoureux de... Ouais, j'aime beaucoup le doublage. Ouais. Je suis un enfant de la radio. D'accord. Comme ton invité précédent, Maxime, qui parlait de radio, j'ai grandi avec la radio aussi, moi, donc avec la voix. Ouais. Et je trouve que c'est superbe. Ouais. Ça fait travailler l'imaginaire. Et en plus, moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche les feux de la rampe. Je m'en fiche un peu. Ce que je veux faire, c'est pratiquer mon art. Ouais. Et je trouve que le doublage nous permet ça, même si on n'est pas les créateurs du rôle. Hein, on repasse derrière. Mais en même temps, c'est là où on fait la plus grande palette de personnages. Parce que si j'avais été au théâtre ou au cinéma, je n'aurais pas fait autant de personnages. Ouais. Et le doublage permet ça. Comme tu disais, bon, on en parlera sûrement plus tard, mais j'ai fait Tyrion Lannister, tu vois, j'en ai fait d'autres, on en parlera peut-être, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Non. Et ça, le doublage le permet. Tu as même fait, j'ai vu, il y a 2 séries où tu as doublé même plusieurs acteurs. Oui, c'est arrivé, oui. Il y avait l'inspecteur Barnaby, je crois. Oui, j'ai fait plusieurs guests, ouais. Et il y avait une autre, je l'ai noté, Les Anges du Bonheur. Ah oui, j'en ai fait quelques-uns aussi. Mais et justement, comment tu arrives à... Parce que tu as fait au moins une dizaine de personnages, je crois, j'ai compté. Tu te laisses en fait emporter. Il y a un effet caméléon, c'est-à-dire que le personnage qui se pointe t'inspire quelque chose, donc tu modules inconsciemment ta voix. Alors... Maintenant, je me souviens plus de ces personnages parce que c'est les Anges du Bonheur. Mon Dieu, tu me ramènes à des années. C'est mes tout débuts, ça. Et donc, je devais avoir entre 25 et 30 ans. Donc, elle devait me mettre sur des personnages de 25 et 30 ans. Mais tu pouvais avoir un personnage timide, un autre qui est un nerveux, un autre qui est un voyou. Donc, en fait, tu changes. D'accord. Inconsciemment, tu changes ta voix. Tu vas l'érailler, tu vas la rendre douce parce que le gars est timide. Donc, en fait, tu arrives à faire en sorte que tes personnages seront différents les uns des autres. Et puis, bon... Elle gérait quand même son truc. Je devais laisser 5-6 épisodes, comme ça les gens m'oubliaient un peu. Tu vois. Mais si tu fais attention, par exemple, à l'époque de Columbo, si vous regardez les 4-5 épisodes de suite, vous allez voir que c'est les mêmes voix. Ah ouais. Ça tourne, mais c'est les mêmes voix. Ils n'étaient pas nombreux. Hein. C'était le doublage où il y avait très peu de comédiens. Maintenant, il y a eu une révolution. Mais à l'époque, ils n'étaient pas si nombreux. Et donc, ils bossaient entre eux. Alors, un jour, tu vas faire un petit rôle, puis là, l'épisode suivant, tu feras le guest principal, etc., etc. Donc, c'est très drôle à réécouter aujourd'hui, quoi. Tu es la voix de beaucoup de comédiens, acteurs américains connus. Alors, tu fais Steve Carell, qui est quand même un... j'ai une très grande chance. Ouais. C'est une pointure. Comique, et même il a fait beaucoup de trucs comiques, mais il a fait récemment une série qui est pas trop comique. Qui est Le Patient. Qui est vraiment excellent. Absolument. Oui, il a pris un grand virage, Steve Carell, et c'est là où il montre l'étendue de son talent. Là, je ne peux que te rejoindre. Il est brillantissime et c'est un vrai plaisir quand j'ai la chance de le suivre un peu, parce que c'est pas toujours le cas, hein, les acteurs ne nous appartiennent pas, mais je commence à l'avoir fait quand même plusieurs fois et quand il arrive à l'écran et que je dois commencer le travail avec lui, j'ai l'impression de retrouver un vieil ami parce que il y a quand même des choses que tu retrouves même s'il fait un rôle comique ou un rôle dramatique. Il a une respiration, il a un jeu de regard qu'on retrouve et franchement j'ai l'impression de retrouver un copain. Donc c'est très agréable quand on arrive à suivre les comédiens comme ça. Je suppose que tu l'as pas rencontré. Je n'ai qu'un rêve, c'est de le rencontrer parce que je suis persuadé qu'il doit être c'est un doudingue et j'adore ça. Mais viens pas en France. Non, alors si, malheureusement, et j'en veux énormément à Canal+. Canal, si tu nous entends. Parce que on faisait The Office, qui donc passait sur Canal. Lui, il venait présenter un film qui était, je crois, Crazy Night, que j'avais aussi doublé. Et on s'est dit, mais pourquoi ils m'ont pas fait venir 5 minutes sur le plateau? Tu vois, c'est le plateau de nulle part ailleurs. Pourquoi ils m'ont pas invité histoire de rigoler 2 minutes avec sa voix française? Ils n'y ont pas pensé, alors que Canal, à l'époque, se vantait d'être la chaîne moderne, les idées d'avance. Là, ils l'ont pas fait. Et c'est mon regret. Alors, j'espère qu'il reviendra, que ça se il va bien nous faire des trucs, il va revenir. J'espère beaucoup. J'essaierai de jouer dans mon entourage. Si tu veux marcher le réseau, je connais pas grand monde. Mais je suis preneur. Okay. Je note Steve Carell. Il y a une série que j'ai vue récemment, on en parlera après, dont tu doubles à la voix. Je mets un peu de suspense. Tu ne me dis pas tout de suite. Non, parce que c'est une série que j'ai adorée parce qu'elle est hyper positive et tout. Je vois laquelle. Je pense voir laquelle. Et tu doubles. Allez, on va en parler maintenant.
C'est Ted Lasso. Oui. Ted Lasso. Quel bonheur. Cette série, déjà, en plus, il y a une saison 4 qui a l'air d'être un... Ouais, ils sont sur le coup, j'espère que ça va se faire. Ouais. Et franchement, je trouve que cette série, déjà, elle est hyper positive. Je vous invite à la regarder, parce qu'elle donne une patate. Une patate, elle est hyper positive. Et puis, le doublage français, il est magnifique. Et toi, ta voix, elle va pile poil avec... alors, son nom, je l'ai noté. Alors, il est dur à prononcer. Tu veux que je t'aide ou... bien que tu m'aides. Jason Sudeikis ou Sudeikis, voilà. comme tu veux. Bah, tu l'as, tu le maîtrises. Je maîtrise, ouais. Et donc, vas-y, parle-moi un peu de cette série. En plus, c'était. Toi, t'aimes le sport. Alors, c'était sur le foot, donc ça, c'est quand même mon sport préféré. On sortait du Covid. Ouais. Et on a cette série qui nous fait un bien. Donc, quand j'y allais, mais c'est là où je me suis dit, j'ai quand même une chance inouïe de faire ce métier. J'ai une chance inouïe d'avoir ce personnage. À la sortie du Covid, ça m'a mis du baume au cœur. Ouais. On était tous très contents de se retrouver. Alors, j'avais Stéphane Marais qui était le DA et puis j'avais l'ingé son qui était Pascalou. On faisait ça à dubbing et on était tellement contents de se retrouver. Et puis cette série, je vous invite à regarder. Ah oui, vraiment. Ah ouais. Oui, merci de faire la publicité parce qu'elle vaut vraiment la peine. Trop connue. Non. Et franchement, elle est hyper positive. C'est ça. On n'a que des bonnes choses, c'est une bonne morale, c'est Exactement. Un coaching humain superbe, mais des belles valeurs en avant. Et puis c'est drôle. Et puis c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Et c'est pas parce que beaucoup de gens disent mais c'est sur le foot. Mais j'ai dit non, le foot c'est un prétexte. Même si on n'aime pas le foot, regardez la série parce que ça parle pas, c'est pas le football le centre, le principal intérêt de la pièce. C'est l'humain. La série quoi. C'est l'humain. C'est l'humain et le personnage colle parfaitement avec ta voix. Dès que j'ai entendu les premières paroles, c'est très gentil. Je te jure que c'est vrai. Merci beaucoup. Je me dis moi je regarde beaucoup de VF. De toute façon, je regarde pas trop de VO. Oui. T'es un enfant de la VF comme moi, quoi. Bah oui, on a grandi avec les dessins animés ou les films des années 90. Bien si sûr. on parle de Retour vers le futur, si on parle, c'est la VF. Moi, les incontournables. La VO, j'y arrive pas. Bah, je suis un peu plus âgé que toi et moi, je t'avoue que j'ai grandi avec John Wayne et pendant très longtemps, j'ai cru que John Wayne était français. Oui. Donc, je suis resté là-dessus, c'est vrai. Alors, je fais des exceptions sur certaines séries anglaises parce que j'adore la langue anglaise. Mais les Anglais, pas les Américains. Ouais. Et de temps en temps, je me fais un petit plaisir avec ça, un petit délire. Mais sinon, je suis un enfant de la VF. Je suis comme toi. Moi, j'ai grandi avec ça. Pourquoi je changerais? Et puis, j'ai pas envie, moi, le sous-titrage, ça me gave. Je rate Le cinéma, c'est de l'image, d'abord. Ouais. Et donc, si t'es sur le sous-titrage, tu descends et tu rates l'essentiel. Donc, non, à bas le sous-titrage. Vive la VF. Donc, Ted Lasso, allez-y. Et puis, s'il y a une saison 4. Oh là là, oui, je croise les doigts. Vraiment. Un personnage, l'acteur Peter Dinklage, qui le joue, c'est Tyrion Lannister. Et là, t'as dû te faire plaisir parce qu'il y a de la punchline dans Tyrion. Hein? Il est que dans le langage, lui, du coup. Il n'était pas physique, quand il a essayé de l'être. Tu dois sûrement te rappeler cette scène où son père lui dit, Tayoun, il dit, tu vas aller sur le champ de bataille, ça va te faire du bien. Et il fait à l'attaque et il se fait écraser par ces guerriers qui sont juste derrière. Mais je pleure de rire à chaque fois que je revois cette scène. Donc, effectivement, la seule fois où il doit montrer physiquement quelque chose, il est à la rue totale. Donc bon, voilà. Mais oui, c'était beaucoup de langage, beaucoup de paroles. Et en plus, je me souviens, tu sais, on signe la feuille de présence à la fin, on a le lignage, et des fois, je filais comme un voleur parce que je voyais mon lignage et je voyais le lignage des copains. Je me dis, ils vont me trucider tellement moi je parle et eux ils parlent pas, quoi. Donc, mais c'est un super souvenir. Et puis c'est un chouette personnage parce que il démarre comme c'est un bad boy, un badass. Ouais. Et puis il évolue et après il a une empathie sur les choses, une réflexion, une relation humaine et c'est un rôle magnifique. Il a une transformation tout le long de la série qui est très chouette. Peut-être t'as des infos. Est-ce qu'il fait sur l'actualité? Écoute, il y a un film que j'ai fait qui passe sur Amazon qui s'appelle Brothers, qui est avec Josh Brolin, que je te conseille. C'est le film, tu prends des chips, une bière et tu te prends pas la tête. C'est très drôle. C'est deux frères, c'est des frères, donc déjà tu as le petit grand. Et c'est deux cambrioleurs à 2 balles et il leur arrive des histoires incroyables. Donc c'est sympathique. Et puis j'ai fait juste avant celui-là, c'était les Hunger Games. Mais sinon, je sais qu'il a des choses là, mais on fait pas tout en France, malheureusement. Là, il est sur un western. Qu'est-ce que j'adorerais, mais j'ai pas de news. En film pour ou le en moment. série? En film. En film, d'accord. En tout cas, en termes de série, tu as raison pour l'instant. Non, il est sur du long métrage pour le moment. Je pense qu'après, quand t'as fait Game of Thrones, qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'il trouve, il faut qu'il ait un bon scénario. Il doit être assez exigeant, j'imagine, tu vois. Donc je suppose que tu l'as pas rencontré non plus. Non, pareil, c'est quelqu'un que j'aurais. Alors, il est passé à Deauville, festival américain, du film américain à Deauville, mais j'aurais pu prendre ma bagnole et y aller, et puis éventuellement
forcer des trucs, mais forcer, j'avais c'est-à-dire autre chose à faire, tu vois. Mais ouais, j'aimerais bien échanger avec lui. Oui. Tiens, ton premier doublage, est-ce que tu t'en rappelles? Oh oui, c'était un petit bout d'essai, parce que j'assistais. Moi, j'ai été formé sur le tas. Après, j'ai fait un stage parce que c'était pas encore très à la mode les stages de doublage, mais il y en avait un ou deux, et je l'ai fait avec Sylvie Fett qui a été remarquable. Et donc moi, je savais en faire, mais j'avais un plafond de verre, si tu veux, à ce moment-là, et là, ça l'a éclaté. J'ai progressé énormément. Et donc, on m'a dit, tiens, Constantin, ça fait plusieurs fois que tu assistes, allez, va faire le déménageur là. Et ça a été une catastrophe parce que j'avais pas encore, si tu veux, toutes les données du doublage. Donc, j'ai oublié qu'il portait une armoire normande, donc il fallait faire l'effort. On était en extérieur, donc il fallait forcer. Bon, tout ça, je l'ai merdé, mais c'est en se trompant qu'on apprend. Bien sûr. Et maintenant que je fais de la formation en doublage, c'est ce que je dis à mes stagiaires. Je leur dis, trompez-vous. C'est en vous trompant que pas trop, mais trompez-vous. vous apprenez. Mais voilà. Cassez-vous la gueule, osez. Je forme. Je sais pas, la vie est ainsi faite que les moments où je me sens prêt pour telle ou telle chose, c'est les moments où les choses arrivent. Et là, tu vois, à 60 ans, je me suis dit, bon, le plus gros de ma carrière est derrière moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et la transmission était présente. J'avais envie de transmettre ce savoir, ce que j'avais acquis, mes erreurs aussi, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a contacté, le magasin, pour le citer, m'a contacté. Alors, ils savaient que j'avais fait mon chemin dans le doublage et ils cherchaient des formateurs et ils m'ont proposé. J'ai dit, banco, parce que moi, à ce moment-là, j'y songeais, tu vois. C'est donc, la rencontre s'est faite au bon moment. Ça te plaît ? Et oui, je trouve que c'est... On parlait de Ted Lasso tout à l'heure. Ce ne sont que des rencontres humaines. Et ça me remet aussi moi en cause. Je suis obligé d'aller vers eux, voir ce qu'ils ressentent, comment ils sont, et m'adapter à ce qu'ils sont. Que c'est un échange, et eux, ils apprennent de moi, évidemment. Donc, j'adore cet échange. Parce que toi, t'as aussi, tu fais pas que acteur ou comédien de doublage, tu es aussi photographe. Oui, j'ai besoin de t'as ça. le côté. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Oui, on peut voir sur ton compte Instagram, tu mets des petites photos. C'est ce que tu voyage beaucoup en France. Enfin, je vois des photos. J'ai dû voir l'île de Ré, j'ai dû voir un peu. C'est mon coup de foudre, l'île de Ré. On s'éparpille un peu, mais moi, ça m'intéresse aussi. Du coup, la photographie, pourquoi tu te... Écoute, c'est un truc que j'ai eu. C'est récent. Oui, c'est relativement récent. C'était il y a 5-6 ans. 5-6 ans. Je me suis autorisé. C'est-à-dire que c'était là depuis très longtemps. Et je me suis dit, mais vas-y. Ce que tu sais, souvent, tu te dis, je maîtrise pas, je ferai pas. Et puis, je me dis, non, il n'y a pas de raison. Essaie. Et puis, je me suis vite rendu compte que j'avais un œil. Ce qui est le plus important, voire même 2. Et c'est même mieux d'ailleurs. Et du coup, voilà, je me suis lancé là-dedans. Ça me plaît beaucoup. Alors, il faut savoir s'exposer. Donc, j'ai exposé, j'ai eu des retours, j'ai vu que ça plaisait. Donc, c'est une chose que je vais essayer d'augmenter au fur et à mesure dans mes activités. Et t'as un truc précis, enfin, genre le paysage, dans mes thématiques. Écoute, j'ai d'abord fait le tour un peu de tout. Alors, très souvent, le portrait, c'est la finalité. Mais j'y suis pas. Enfin, j'en fais, mais. Non, j'aime beaucoup les paysages, j'aime beaucoup l'abstrait, j'aime beaucoup la matière. Donc voilà, ça c'est mes thèmes de prédilection. Et là, je pense que la prochaine expo que je ferai, ce sera sur la matière. Donc le bois, la pierre. Ok. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on pourra voir ça si jamais ça se fait ? Je pense que tu le sauras par Instagram. Suivez-le. Il y aura l'île de Ré, ça c'est sûr. J'irai exposer là-bas à Ars-en-Ré. Ars-en-Ré. Ouais. Mais je te tiendrai au courant. Ah, excellent. Si tu es là-bas, on ne sait jamais. Bon, on ne sait jamais. Si c'est pour les vacances scolaires, sinon. Normalement, oui, ça sera. Je crois qu'on y sera pour les vacances pour Pâques. Donc tu exposes, mais est-ce que t'as pas envie de faire des livres, un truc comme ça, non ? Ouais, si, ça se fera. Je le ferai très certainement. D'accord. Oui, je le ferai. Oui, c'est dans mes projets. Dédicace, avec plaisir. Ouais. Est-ce qu'il y a un acteur que t'aurais que tu te serais vu doubler, et que tu ne doubles pas un acteur connu, forcément. Est-ce qu'il y en a un ou deux, même plusieurs, que tu te dis, lui, je pense que je l'aurais bien fait. Ouais. Écoute, alors pour pas faire d'histoire avec tes collègues. Non, mais en plus tu vas voir, ma réponse va. En fait, il y a eu un moment dans ma vie et dans ma carrière où on m'appelait pour travailler et tout, et j'appréhendais les appels. Je me disais, j'ai envie de faire ce métier, et en même temps. Donc, j'ai eu envie de faire une analyse. Donc, j'ai commencé une psychanalyse. Ah, d'accord. Et un jour, il y a eu un truc révélateur lors d'une séance. J'ai compris que le rôle de ta vie n'existait pas dans ma carrière. Et du coup, je prends les choses quand elles arrivent. Je n'ai pas de... D'accord. Je ne me projette pas. Donc, j'ai pas de comédien.
Écoute, j'ai été gâté. Oui. Tu vois. Donc, j'ai pas de. Tu vois, si le premier truc à l'époque, tu m'aurais posé la question avant que j'ai cette séance, je t'aurais dit Jim Carrey. Ok. Mais j'ai eu Steve Carell. Oui. Donc, tu vois, c'est le même genre d'acteur complètement déjanté. Et puis Manu le fait tellement bien que. Donc, non. Et même, alors, et acteur et personnage, j'ai pas de. Non. Et ça me permet, du coup, d'apprécier systématiquement ce que je fais. Parce que sinon, t'attends le rôle de ta vie. Et tu peux l'attendre longtemps parce qu'à chaque fois, tu seras frustré en disant, il était bien celui-là, mais je veux. Donc, du coup, j'apprécie. Donc, quand Ted Lasso est arrivé, quand Michael Scott est arrivé, donc, tu vois, double face. Bon, voilà, j'ai que des. Donc, je prends les choses quand elles viennent et je kiffe sur le moment. Et tes personnages que tu doubles, ils rentrent pas chez toi après quand il y en a certains, si. Il y en a certains, si, bien sûr. Lesquels bonne question. Il y en a eu un terrible. Je me souviens, je crois. Comment s'appelait cette série ? Je me souviens plus. C'était. L'acteur, c'est un Écossais que je double souvent. Et là, il jouait un tueur en série pédophile. Ah oui. Et en rentrant, j'étais pas bien. J'avais besoin d'un certain temps pour en sortir. Ok. Parce qu'on se rend pas compte, mais la parole, il y avait l'ignominie de ce qu'il disait. Et c'était. Et quand tu lui dis les mots, ils restent quand même, tu vois. Tu les as dit, quoi. Et quand tu rentres chez toi, tu te sens pas sale, parce que c'est pas toi, mais tu dis. Donc il y a un délai. Donc oui, de temps en temps, j'en ramène quand même à la maison. C'est ça, malheureusement, ça arrive. Ou alors, je les ramène parce que j'ai adoré ce que j'ai fait, et puis je dis à ma femme, tiens, on va regarder le truc parce que moi j'ai adoré la série. Tu vas me dire ce que t'en penses. Donc ils sont à la maison. Tu vois, ils sont d'une certaine manière à la maison. Donc j'ai plusieurs formes pour les ramener chez moi, tu vois. Et t'arrives à te regarder une série que tu doubles. Ouais, parce que j'ai un regard professionnel dessus en me disant. J'ai envie d'écouter les copains déjà parce que tu sais, tu fais que tes scènes à toi avec les copains, mais toutes les autres scènes où tu n'es pas, tu ne les connais pas. Et donc j'ai envie de voir le travail des copains. Et puis des fois, t'as des séries, t'accroches, tu vois, Ted Lasso. Moi, ça fait 3 fois que je la regarde, la série, parce que j'accroche, quoi. Je trouve ça super, je vois le travail des autres, et donc j'ai un œil professionnel. Et quand je fais des films pour le cinéma, j'ai envie d'avoir le rendu dans une salle, un grand écran. Il y a quelque chose d'assez jouissif. Donc j'ai pas de problème avec ça. Autant je déteste ma voix sur répondeur, autant je la déteste pas en m'écoutant. Je suis pas fan de ce que je fais, tu vois, j'ai pas un ego, mais je me juge. Mais j'essaie d'être le plus objectif. Je me fracasse pas, je me fais pas d'éloges. C'est un œil pro en me disant ça j'aurais pu le faire mieux parce que tu te rappelles de tout, tu te souviens de tout. Donc ton travail te plaît ? Oui, beaucoup. Oui, j'ai vraiment beaucoup de chance. Franchement, surtout par les temps qui courent, on n'est pas nombreux à faire le métier qu'on aime et gagner sa vie avec. Et moi, je suis encore très épaté de gagner ma vie avec ça, parce que très franchement, quand j'étais en cours de théâtre, j'ai dit c'est merveilleux, mais je crois que je ne peux pas gagner ma vie avec ça, j'y arriverai pas. Et j'ai réussi. Mais quand on m'appelle, je suis encore un gamin. Ouais. Je me dis toujours, on m'appelle encore. Donc je profite, tu vois, de chaque instant. En plus de ce travail, tu vois, que j'ai fait sur moi. Waouh. Donc c'est que du bonheur. Et puis alors, tu sais, mine de rien, j'ai 62 ans. Ça fait 30 ans que je fais ça. Quand même. T'as des gens, il y a un effet, pas entonnoir dans le mauvais sens du terme, mais il y a des gens avec qui tu travailles plus et ça te va très bien, parce qu'il y a des gens, le courant passe pas, on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, on n'a pas la même vision du travail, donc il y a une élimination qui s'est faite naturellement, et donc j'ai de la chance de travailler maintenant quasiment avec 80% des gens avec qui je travaille sont des gens avec qui j'ai envie de travailler, avec qui je me sens bien. Non, mais tu sais, déjà, c'est marrant que tu me dises ça, parce que je vais quand même commencer à me lancer pour ma retraite, et le nombre de feuilles de paye que j'ai et le nombre d'employeurs, c'est un enfer. Tu sais quoi, par retraite, dans l'ensemble, j'ai dû avoir 35-40 employeurs. Je sais pas qui, tu vois, tous les studios, les machins. Tu vois. L'intermittent du spectacle, c'est un truc de fou. Une feuille de paye, t'as une feuille de paye pour chaque truc que tu fais, chaque contrat. Et en plus, on est en triple exemplaire. On a la feuille des congés payés, on a la feuille de paye, on a le contrat. Donc, on a une paperasse chez moi, c'est un truc de fou. D'accord. C'est un truc de fou. Oui. Donc, et j'appréhende, c'est pour ça que je suis peut-être pas trop pressé pour ma retraite, mais il va quand même falloir que je l'apprenne à un moment ou à un autre. Oui, mais j'ai le temps encore. T'as le temps, puis Puis je peux continuer à travailler, c'est l'avantage aussi dans notre métier, c'est que je peux continuer, quoi. Bah oui, j'ai rencontré Gilbert Lévy, qui est tout jeune, mais qui continue. Il continue, bien sûr. Et pour un moment encore, bien sûr.
Alors, t'as aussi doublé un personnage un peu foufou dans Prison Break. Ah oui. Le disjoncté. Ah oui. Ah, quel bonheur. Silas Mitchell. C'est la Ware Mitchell. Alors là, mais tu t'en sors vachement bien. Oui, merci. Bah oui, écoute les prononciations. Oui, c'est dans Prison Break, là encore un personnage totalement barré. Ah oui. Ça a été, ça a été pareil, un très beau cadeau. C'était Catherine Lelanne. Alors Catherine est un peu ma marraine dans le doublage. J'en ai eu deux. J'ai eu Patricia Angot et Catherine Lelanne. Et le jour où elle m'a donné ça, je fais waouh, j'adore ce mec. J'adore l'évolution. J'ai regretté qu'il parte, voilà, comme il est parti, mais je veux pas spoiler pour ceux parce que je sais que comme Prison Break repasse maintenant sur Netflix, il y a peut-être des gens qui connaissent pas encore. En tout cas, la saison 1. Mais oh là là, genre la meilleure saison. Je pense. Des fois, je me dis, ils auraient mieux fait de s'arrêter. Quasiment de toutes les séries, presque. Je suis d'accord. Je pense que là, elle est juste. La une, elle est complète. Elle est complète. Après, ils ont eu des soucis avec. C'était la période où il y avait les grèves, je crois, de scénaristes. Je crois que la saison 2 ou 3, je sais plus. Oui, tu as raison, il s'est passé du temps. Il s'est passé du temps. Absolument. Et ils ont voulu faire un truc vite fait et ça a été moins bon. Mais la saison 1 de Prison Break, un peu comme il y a d'autres séries. Hein. Non, moi, Lost, je suis fan de Lost. Voilà, les premières saisons, c'est les meilleures. Ben oui, après ça se gâte. Ça se gâte. Et tu fais une autre série que moi j'ai adoré, c'est Eureka. Oui, c'est bien que tu connaisses Eureka. Je suis un consommateur de séries et cette série-là, elle était très intelligente cette série. Encore une série, voilà, je trouvais positive, intelligente et drôle et tout. Absolument. Tu doubles alors l'acteur Joe Morton. Voilà, Henry Deacon dans la série. Oui. Et du coup, j'ai revu quelques épisodes pour me remémorer ta voix parce que je me rappelais plus. Je dis oui, c'est lui. Et oui. Je m'étais vieilli pour lui parce qu'il était beaucoup plus âgé que moi, Henry Deacon, et donc j'allais dans mes graves. J'allais un peu dans mes graves comme ça. Voilà. Lui donner une autre. Mais il était en même temps très speed. C'est un personnage qui y allait vraiment. Il y allait, quoi. Donc, c'est super que tu me parles d'Eureka parce que j'ai trouvé brillante et j'adorais cette idée de tous ces gens brillants qui ont des cerveaux, des QI de 180, etc. Et ce Marshall. Oui. Qui, tu te dis, il a peut-être pas un grand QI, mais par contre, il a un instinct. Et du coup, c'est hyper complémentaire. Il comprend des choses que les scientifiques ne comprennent pas et réciproquement. Et j'ai trouvé ça, le concept, génial, quoi. Ce mec qui se retrouve par hasard dans cette ville souterraine avec que des têtes. Et, j'ai trouvé cette série. Donc, je géniale. vous invite aussi à regarder cette série, tu fais même Horatio dans Dos Stress. Ça, c'est différent. Ça, c'était encore une autre aventure. Mais ça, c'est une série que beaucoup de jeunes gens ont regardé. Oui. Horatio, on m'en parle souvent. Quand je fais des conventions ou des gens qui veulent avoir une interview, quoi, qu'on puisse avoir un entretien ensemble, me parle beaucoup d'Horatio. Ça a marqué une génération, la vache, Horatio et Dos Stress, Mais récemment aussi, tu doubles un acteur principal dans une série Squid Game. Alors, la saison 2 arrive bientôt. 26 décembre. Ah oui. Alors attention, je suis très mauvais en prononciation, mais je vais essayer de prononcer son nom. Ça, je te pardonnerai. Le personnage, c'est Seung Jin-hoon. Seung Ji-hoon. Et l'acteur, Lee Jong. Voilà. Je sais, j'ai pas la suite parce que j'arrive pas à me relire. Je crois que c'est Lee Jong-dae, non? Voilà, Lee Jong-dae. Voilà, j'ai pas fait le lien. Encore une série. Là, tu doubles une série à succès qui cartonne. Et pareil, tu colles bien avec le personnage. Oui, avec l'acteur. Oui. Alors là, on est sur une énergie en fait. C'est ça qui est. Et alors, c'est très marrant parce que j'ai passé des essais pour lui. Donc, on était 3 comédiens. Tu passes encore des essais? Ça arrive pour des rôles principaux comme ça. Parfois, les clients veulent des essais. D'accord. Comme il n'était pas très connu, ils se disent, comme on sait pas trop ce qu'on veut là-dessus, on voudrait des essais. Donc c'était Marc XVI qui avait dit. Et alors, il m'appelle, il me dit, écoute, alors lui, il avait ce pressentiment, il m'a dit, écoute, j'ai une série là, un jeu de mort, etc. Je le sens bien, c'est bien. Alors, viens passer des essais, est-ce que tu vois le mec, il évolue, il est très naïf au début, puis il y a une évolution, je sens que tu vas bien la faire et tout. J'ai dit, écoute, il m'avait déjà vendu le truc avant, tu vois. Et donc, j'arrive, je passe les essais. Et c'est la première fois que ça m'arrive ça. Je passe le truc, on la voit 2 fois, 3 fois, et je me lance, et l'enregistrement s'arrête, et j'ai un silence de mort derrière moi. C'est-à-dire qu'ils sont souvent derrière toi, tu sais, le micro est devant. Et donc je me retourne, et je vois Marc et l'ingénieur du son qui me font, écoute, je crois qu'on a notre champion. Il me dit, on va juste refaire ce petit passage-là pour un problème de synchro, et j'ai été pris. Donc D'accord. Il avait, tu vois, il a senti le coup, et je me suis régalé tout l'enregistrement. Ce mec... En plus, c'est Marc qui a écrit le texte. Il a dirigé et il a écrit l'adaptation. Il écrit comme on parle. Donc, tout était facile. J'avais un texte facile. Et dans le sens, tu l'as en bouche, quoi. Et ça, c'est pas toujours le cas. Mais quand tu l'as,
mais t'as plus qu'à jouer. Et là, d'un seul coup, tu sens que, à la limite, la synchro, t'en as même plus besoin parce que c'est écrit dans le rythme, t'as qu'à, tu y vas et c'est naturel, tu joues naturellement. Et comme cet acteur, il est incroyable et qu'il a ce jeu d'une naïveté humaine, etc., je suis rentré comme, vraiment dans les pantoufles. Ah bah oui. Je ne peux pas te spoiler, mais regardez-la parce que c'est waouh quoi. Waouh. Ouais, on a attendu 3 ans, hein, mais on était comme des fous et on s'est éclaté. Ouais. Voilà. Bon, t'as fait tellement de séries, tellement de comédies. Ah si, t'as quand même fait un Ron Howard quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est Arrested Development. Et ça, pareil, pour ceux qui connaissent pas, j'ai jamais vu une série déjantée comme ça aussi. Elle est très, très drôle, très, très drôle. Et oui, Ron Howard était le narrateur, mais un narrateur mais ça te va bien, qui joue le truc. Ouais, ça m'a fait plaisir aussi de faire ça. T'as la voix qui correspond. Ça marchait bien. Ouais, ça marchait bien. En plus, Ron Howard, il a une voix, il est plus âgé que moi, mais il a gardé sa voix de jeune de Happy Days, tu vois. Enfin, pas autant, mais il a une énergie de gamin, quoi. On voit bien quand il est metteur en scène, quand il est réalisateur, on voit les making-of de ses films. Putain, il est comme un gamin, quoi. Donc c'est facile de le. Ouais, il est très, très, très facile à suivre dans son énergie, quoi. Alors parce que t'as fait aussi, tu fais de l'animation. Oui, du dessin animé aussi. Voilà. Ça m'est arrivé aussi, ouais. Donc, t'as fait Jujutsu Kaisen. Oui. Sakura. Oui. Et comment justement tu arrives à travailler un personnage? On va dire un acteur d'un personnage d'animation. Est-ce que il y a une différence ou est-ce que oui, il y a une différence. Il y a une différence. Il y a une différence qui est celle du regard en fait. Un regard d'humain est très habité. Un regard de dessin animé, c'est un dessin et donc il faut que tu ailles au-delà des choses. Tu dois être beaucoup plus inventif. Alors l'avantage de l'anime, c'est que tu peux prendre les voix que tu veux, alors que tu pourrais pas en fiction si tu veux donner la voix d'une. Je pense à ça parce que j'avais fait les frères Koala, qui était un truc très mignon australien pour des tout petits. Et donc, j'avais fait un des 2 frères Koala et un hérisson. Donc, évidemment, en fiction, tu peux pas le faire. Tu vois ce que j'ai? L'animation te permet ça. Ouais. Mais tu es obligé d'aller plus loin dans ton jeu parce que tu n'as pas un regard humain. D'accord. Et même le jeu vidéo. Ouais. C'est différent. Oui, c'est différent. C'est encore autre chose. Parce que là, t'as pas forcément d'image. T'as pas d'image. Tu n'as que des fichiers Excel avec des textes. D'accord. Que tu enquilles donc tu es tout seul tout le temps. D'accord. Et tu travailles au casque. On te fait écouter l'anglais et tu te lances derrière. Alors après, soit tu n'as pas de contrainte de temps, c'est-à-dire que tu as le texte français et tu le joues comme tu veux, ou alors tu as des contraintes et là, il faut que tu suives les ondes de ce que l'anglais a fait pour commencer comme lui et finir comme lui. Sauf que le problème, c'est que les Anglais, ils disent la même chose que nous avec moins de mots. Donc, de temps en temps, on a trop de mots par rapport au temps qui nous est donné. Donc, c'est des fois un peu galère. Ouais. Et puis, alors après, j'ai eu la chance de faire Peter Dinklage, qui avait donné sa voix à Destiny, le jeu Destiny. On m'avait appelé pour le faire, ce jeu. Et là, il y avait un vrai jeu parce que c'était un petit robot qui accompagnait les voyageurs, hein, ceux qu'on appelait les voyageurs. Donc, il y avait du jeu, du texte. Mais il y a des moments, je suis venu faire des jeux de guerre et franchement, j'en avais ras-le-bol parce que tu répètes 10 fois la même chose. Grenade! Alors on te dit, grenade, il faut que tu le gueules. Après, il faut que tu le fasses peureux. Et le pire, c'est, maintenant, il faut que tu fasses une dizaine d'électrocutions différentes. Et là, t'es là. Et tu sens, mais t'es claqué. T'es mort de fatigue. Alors t'as, tu dois en trouver 10 différentes. Et des fois, tu te dis, mais si t'es filmé, on doit te prendre pour un fou, tu vois. Donc, alors, je vous sors, ça, c'est le côté rigolo. Mais quand on doit dire ennemi, étage numéro 1, et tu fais ça sur 15 étages de l'immeuble, t'en as plein le cul. Enfin, t'as l'impression de répéter 20 fois les mêmes choses. Ouais. Et ça, c'est un peu fatigant. Et tout ça, gueuler. Donc, les jeux de guerre, et comme on sait que 80% des jeux, c'est quand même des jeux de guerre, ça peut être chiant au bout d'un moment. T'as quand même fait pas mal de grosses licences. Ça fait du Harry Potter, du Star Wars, du Assassin's Creed. Et ça, c'était chouette, parce que là, on jouait vraiment des choses. Ouais. Et sur le Harry Potter, je me rappelle, j'avais fait l'araignée, et là, je m'étais amusé. C'est un vrai travail d'acteur, tu vois. Mais quand tu dois simplement gueuler des ordres, on y va, go, 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 c'est chiant, quoi. Au bout d'un moment, c'est chiant. Et sujet qui fâche, l'IA? Ah oui, ça fâche beaucoup, oui. Ah oui, l'IA, Alors, écoute, c'est très marrant parce que là, j'ai tendance à être très, schizophrène. Ah, schizophrène. Schizophrène, c'est-à-dire que j'ai un côté extrêmement positif et puis un côté malheureusement très pessimiste. Le côté positif, c'est de me dire, on n'arrivera jamais à reproduire la fragilité de la voix humaine. Quand on arrive dans un studio,
quand tu vois le personnage, compliqué à faire, qu'est-ce qui s'installe? Le trac. Nous, comédiens, on doit maîtriser le trac. Comme tu avais tout à l'heure avec Maxime qui expliquait que quand on est sportif, le stress, tout ça, on t'en fait quelque chose. Moi, j'en fais quelque chose en me disant, je vais me servir de ce stress pour faire passer des choses. Mais ça, la machine, l'IA n'y arrivera jamais. C'est ça qui fait, tu vois, jamais. Vous avez vu le petit truc que j'ai... voilà. Et ça plaît. On est dans le quotidien. L'IA ne fait que répéter ce qu'on lui donne. Mais moi, je suis incapable de lui dire, moi, dans la phrase qui va suivre, si je vais avoir une fragilité sur une syllabe qui va être intéressante quand on l'enregistre. Donc, ça, c'est l'aspect positif. L'aspect pessimiste, c'est que, malheureusement, ça va quand même remplacer dans les jeux vidéo, dans les voice-over de documentaires. Ils ont fait un test avec André Dussolier où ils ont pris plein de mots qu'il avait fait et il y a une narration d'un documentaire avec sa voix à lui, mais c'est pas lui qui l'a fait. Donc ça veut dire que le dessin animé, on va peut-être y glisser des trucs, des petits messages courts de spot pub. Enfin, tu vois. Et puis il y a tout le reste parce que là, on parle de notre corpo à nous de comédiens, mais pour tout le reste, les graphistes, les journalistes, les avocats, on se servait de jeunes stagiaires avocats pour aller chercher dans le code pénal des lois. Là, tu rentres ça dans ton truc et hop, le truc, il te sort toutes les lois dont tu as besoin en 2 secondes. Les stagiaires, les pigistes en journalisme, on leur disait d'aller faire les faits divers, faire une... l'IA s'en occupe. Donc ça va mettre combien de gens au chômage? On est dans un truc de fou. Et il y a... Même dans le visuel, en ce moment, je vois sur les réseaux des vidéos un peu avec des espèces de monstres. C'est tellement bien fait. Ou une baleine, j'ai vu une baleine échouer. Ouais. C'est pas une vraie baleine, et tu la vois échouer sur la mer, sur la plage, tu la vois en train de manger un passant. Au début, tu fais, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu regardes, mais en fait, moi, ça me dérange. Bien sûr. Ce genre de truc. On a besoin. Alors déjà, on nous a beaucoup déformé la réalité, parce que tu as vu, il y a les propagandes, les machins. Et ça va en rajouter. Et puis, il y a effectivement, alors là, je rebondis sur ce que tu viens de dire, le danger politique de ça. C'est-à-dire qu'on va faire dire n'importe quoi à n'importe qui, et on ne saura plus distinguer le vrai du faux. On n'a qu'à voir. De toute façon, on a eu des complotistes, on a Trump qui nous ment tout le temps. On est vraiment dans une société de mensonges. Et l'IA va rajouter à ça. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Et ça, c'est mon côté, malheureusement, très, très pessimiste. Parce que si on légifère pas ça, et même la législation a ses limites. Là, je reviens sur le doublage. Si De Niro accepte de signer sur son contrat qu'on peut utiliser sa voix dans 29 autres langues, il va signer, lui, en échange de 15 millions de dollars. Alors, j'ai pris De Niro, je suis pas sûr qu'il le fera, lui. Mais je crois que, comme Brad Pitt a dit, ouais, ok, moi, je m'en fous. D'accord. C'est le problème avec les Américains, c'est qu'ils aiment tellement de pognon qu'ils en oublient l'artistique. Donc, et nous, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on veut pas de la version de Brad Pitt, donc on refuse le film. Enfin, on va refuser beaucoup des films, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc ça, c'est le côté pessimiste. Mais mon côté positif, c'est de dire on ne refera jamais l'humain, c'est impossible. Enfin, pour moi, c'est impossible. Je suis d'accord. Pour ces raisons-là, tu vois, de déraper, d'avoir une petite voix à un moment donné qui va riper, mais qui va être intéressante parce qu'elle est naturelle. Voilà. L'avenir nous le dira, oui. Instant nostalgique maintenant. Voilà. Quel événement sportif, quand tu y repenses, te rend nostalgique? Moi, j'aime... C'est un instant figé d'un match de rugby. C'est France-Nouvelle-Zélande. Et c'est l'équipe de France qui est face au haka des Néo-Zélandais. J'oublierai jamais. Et de voir la tête de Sébastien Chabal. Donc c'est 2007 alors. Les bouffer. La Coupe du Monde 2007. Ah ouais. Et ça, sur YouTube, et je me la repasse plein de fois. Ça me fait frémir. C'est vrai. Cette force des Français en face des... Ouais. Et je me disais, j'aurais voulu être dans la tête des Néo-Zélandais en disant, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Est-ce que ça les a pas un peu fracassés de l'intérieur? Cette équipe de France, mais je crois que ça s'est jamais refait, ce face-à-face à ce point-là. Ouais, non. C'est exceptionnel. Ouais. Donc, je suis nostalgique de ce petit instant-là, ouais. Donc, tu te le mets en boucle. Ah ouais. Alors, de temps en temps, tu sais, comme YouTube garde en mémoire tes trucs. Oui, ça garde. Ça revient dans mon truc et je dis, je vais me le retaper. Et à chaque fois, je frémis, je trouve. Et ce regard de Chabal. Enfin, de tous, c'est extraordinaire. Mais Chabal, on a l'impression qu'il va les bouffer. Mais de toute façon, il les a bouffés. Il les a bouffés. Ah ouais. C'était incroyable. Et puis, pour des sportifs, aller bouffer l'énergie de ce que normalement est censé donner le haka, et les Français l'ont récupéré. Enfin, moi, je trouve ça, et d'ailleurs, la preuve, on les a flingués derrière. Et allez, dis-moi un deuxième, allez, vas-y, à ça. Soyons fous. Alors, écoute, c'est très particulier. Je n'ai pas pu regarder la séance de pénalty quart de finale France-Italie de 98. Je n'ai pas pu. Je ne peux plus regarder les séances de pénalty. J'ai le cœur qui... c'est dur. Donc, je suis parti. Et j'ai su que la France se qualifiait parce que ça hurlait dans la rue. Mais je suis allé faire un tour, j'ai pas pu.
Mon fils est resté, hein. Ouais. Donc 98, mon fils avait donc 8 ans. Lui, il est resté devant la télé. Je t'ai dit, Alex, moi, je peux pas, je peux partir. Je trouve ça atroce. J'y arrive plus, mon cœur va lâcher. J'y arrive pas. Moi, et alors, pareil, je suis nostalgique des matchs qu'on rejoue. Mais ça, c'est fini. C'est fini. Et je pose une question à tous mes invités à la fin de chaque entretien pour savoir si oui ou non, blablabla. Donc, tu peux me répondre oui, tu peux me répondre non, mais tu me réponds quelque chose, s'il te plaît. Ah, j'ai pas le choix, d'accord. T'as pas le choix, oui, bon. Tu t'hésites pas. Ok. Constantin. Oui. Acceptes-tu oui. d'être mon ami? Oui. Wow, voilà, merci Avec Constantin. grand plaisir. Voilà, donc j'ai un nouvel ami qui va me faire beaucoup de cadeaux. Absolument. Parce que moi, le truc qui m'intéresse, c'est les cadeaux. Bah, t'as raison. Voilà. Il faut. Constantin, merci d'être venu. Merci à toi. Et j'aimerais que Ted Lasso me dise au revoir. Alors, Ted Lasso qui vous dit au revoir. Alors, tu sais combien de temps dure la mémoire d'un poisson rouge? Non. 1 seconde. D'accord. Garde ça en mémoire. D'accord. Donc voilà, un petit coucou de Ted Lasso. Merci Ted, merci Constantin. Salut les friends. Ciao, ciao. Ciao.